Ce soir, nous recevons Marie Garot, qui est nouvelle membre du GREP et aussi nouvellement élue maître de conf à Paris 1, à Nosophy, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Et tu interviens sur le républicanisme de Philippe Petit à l'épreuve des questions féministes. C'est ça. Voilà, ça. Bah, on te laisse la parole. Merci. On te remercie. Stéphanie, merci. Alors, merci de m'avoir proposé de venir. Le texte que je vais vous présenter, c'est vraiment un travail qui est en train de se faire, donc qui n'est pas abouti du tout. Donc je suis ravie de pouvoir le discuter, parce que je pense que vous aurez des éléments de précision sans doute à m'apporter au travers de vos questions. Je ne savais pas quel était le degré de familiarité non plus des thèses de Petit ici, donc voilà, c'est quand même très explicite, mais voilà. Donc je commence. Donc dans son livre Républicanisme, Philippe Petit justifie l'attractivité de la théorie néo-républicaine qu'il élabore en référence à ce qui lui semble être la complainte centrale des sociétés libérales contemporaines, à savoir la complainte de la domination. Et il précise cette idée générale en soulignant que son républicanisme sera particulièrement attractif pour toutes celles et ceux qui, du fait de leur position sociale, des limites des institutions juridiques et politiques existantes, font directement l'expérience de la domination sous une forme ou sous une autre. Et il cite en particulier les travailleurs, les membres des minorités culturelles et les femmes. Alors la thèse de Petit ici est double. Il soutient d'une part que les membres de ces groupes sociaux sont en but à des formes récurrentes de domination du fait de leur appartenance de groupe. Ils forment ce que Petit appelle aussi des classes de vulnérabilité. Mais il soutient également que ces groupes ont produit par le passé des analyses de leur situation et des moyens de la transformer qui témoignent de la centralité, à leurs propres yeux, de l'idéal de non-domination. Comme Petit l'écrit au sujet du féminisme, non seulement le républicanisme est capable de donner une formulation convaincante des revendications centrales du féminisme, mais il en donne également une formulation qui possède une histoire continue dans les rangs féministes eux-mêmes. Donc à l'aune de ces deux arguments, la domination comme problème central pour les membres de ces groupes et la non-domination comme concept indigène, la proposition que fait Petit, qui consiste à faire donc de l'idiome de la non-domination le langage commun aux républicains, mais aussi aux socialistes, aux multiculturalistes et aux féministes, serait donc parfaitement fondée. Et l'inclusion de ces mouvements théoriques et pratiques dans le giron du néo-républicanisme serait dans le même temps légitime. Alors concernant le féminisme en particulier, Petit reconnaît certes que les féministes n'ont pas toujours été attirées par le républicanisme, et il rappelle notamment que la tradition républicaine, en particulier dans sa branche populiste ou communautariste, comme il l'appelle aussi parfois, qui va selon lui de Aristote à Rousseau, a construit la citoyenneté au masculin. Cette idée signifie que les femmes étaient de fait exclues de la citoyenneté, alors conçue comme un privilège réservé à certains hommes, mais elle signifie aussi et corollairement que la citoyenneté était pensée en référence à des attributs censés être typiquement masculins, tels que la rationalité, l'indépendance ou le courage physique. Petit ne nie donc pas que, historiquement, la tradition républicaine ait pu être hostile aux femmes et aux revendications féministes, mais selon lui, cette hostilité ne fonctionne en rien comme un argument contre la thèse qu'il défend, selon laquelle le néo-républicanisme constituerait une théorie politique normative susceptible de rendre compte de la légitimité des revendications féministes, de les accueillir en son sein et de proposer des réponses politiques adéquates aux problèmes que les féministes diagnostiquent. Donc dans sa perspective, cette hostilité est en effet liée à une interprétation fautive ou à un malentendu concernant l'idéal républicain, d'ordre purement contingent ou accidentel. Si ce malentendu est dissipé, et c'est évidemment ce que Petit entend faire dans son travail de redéfinition de l'idéal républicain, alors l'attractivité du républicanisme pour les féministes devrait devenir évidente. Donc je passe un passage de Petit. Pour en venir directement du coup à l'enjeu de mon papier, donc dans ce texte, j'aimerais interroger l'idée de Petit selon laquelle le républicanisme qu'il défend est en effet intéressant d'un point de vue féministe. Et plus précisément, j'aimerais me demander si l'idéal républicain de non-domination tel que Petit le reconstruit permet de rendre compte des revendications centrales des mouvements féministes, et si les institutions républicaines telles que Petit les conçoit peuvent permettre de transformer la situation sociale et politique que les théoriciennes féministes critiquent dans un sens qui correspond effectivement à celui qu'elles appellent de leur vœu. Donc l'enjeu pour moi, c'est de tester, effectivement, de mettre à l'épreuve, comme tu as dit Stéphanie, la prétention du néo-républicanisme
à intégrer les revendications, les analyses et les perspectives politiques féministes. Donc pour ce faire, je procéderai d'une manière extrêmement classique. Je reviendrai d'abord sur les éléments de la théorie de Petitz qui, en première approche, peuvent en effet sembler intéressants d'un point de vue féministe, et je me concentrerai en particulier sur la définition originale que Petitz propose de l'idéal républicain, et sur les conceptions relationnelles du sujet et de l'autonomie sur lesquelles cet idéal repose. J'évoquerai aussi plus rapidement les dispositifs institutionnels qui entendent les traduire dans les faits, en particulier la démocratie de contestation. Dans un deuxième moment, je reviendrai sur certaines des limites de l'approche de Petitz et sur les raisons pour lesquelles le néo-républicanisme tel qu'il le conçoit pourrait constituer un outil insuffisant pour élaborer une politique féministe orientée vers la promotion de l'égale liberté des femmes et des hommes. Alors, donc cette partie est sous-développée à mon sens, mais l'enjeu pour moi c'est de la développer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ferai une remarque pour cadrer un peu le propos de mon intervention. Donc, initialement, quand vous m'avez proposé de venir, j'avais proposé une séance sur féminisme et républicanisme, mais n'étant pas évidemment historienne de la philosophie, je me suis empressée de restreindre une première fois le champ du sujet, en choisissant de me concentrer sur les relations entre le féminisme et le républicanisme de Petitz, qui est celui que je connais le mieux dans le champ contemporain. Donc cette restriction a évidemment réduit la difficulté à laquelle je m'étais moi-même, dans laquelle je m'étais moi-même mise, mais elle ne l'a pas supprimée, puisque évidemment, si le républicanisme est un courant riche et hétérogène, il en va de même du courant féministe, en dépit du fait que l'histoire de ce dernier soit moins longue. Alors, dans républicanisme, Petitz définit le féminisme comme un mouvement qui se donne pour tâche, je cite, de mettre fin à la domination des hommes sur les femmes. Cette idée est congruente avec de nombreuses définitions générales du féminisme, qui insistent en particulier sur deux points. Premièrement, que le féminisme est indissociablement une théorie et une pratique politique, le rôle de la théorie étant de fournir des outils intellectuels au service d'une pratique orientée vers l'émancipation. Deuxièmement, que le féminisme vise l'égale liberté entre hommes et femmes, et donc la fin de la domination des hommes sur les femmes. Alors, dans son livre Sexe, genre et sexualité, Elsa Dorlin, par exemple, définit le féminisme comme, je cite, une tradition de pensée et par voie de conséquence les mouvements historiques qui, au moins depuis le XVIIIe siècle, ont posé, selon des logiques démonstratives diverses, l'égalité des hommes et des femmes, traquant les préjugés relatifs à l'infériorité des femmes ou dénonçant l'iniquité de leurs conditions. Alors, ces définitions générales que proposent aussi bien Petitz que Dorlin sont évidemment utiles pour identifier l'enjeu du féminisme comme théorie et comme pratique, et elles sont évidemment justes à un certain niveau. Cependant, en raison de leur généralité, elles masquent aussi ce qui fait la richesse du féminisme en tant qu'activité théorique et la source des conflits qu'il agite en tant que pratique politique. À savoir le fait que si toutes les féministes s'accordent pour viser l'égalité ou l'égale liberté entre hommes et femmes, toutes ne conçoivent pas cette égale liberté et ce qui y fait obstacle dans les mêmes termes. Ainsi, il est exact que la plupart des théoriciennes féministes considèrent que la domination est un obstacle à l'égale liberté. Cependant, quand c'est le cas, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles s'accordent sur le type de relation ou de rapport social, et ce n'est déjà pas la même chose, auquel renvoie le concept de domination, sur les fondements de cette domination, sur les modalités selon lesquelles elle se maintient, ou encore sur les effets qu'elle produit sur ceux qu'elle affecte. Par ailleurs, certaines théoriciennes féministes peuvent aussi considérer que la domination n'est pas un concept particulièrement pertinent pour penser ce qui fait aujourd'hui obstacle à l'accès des femmes à la liberté, et lui préférer par exemple des concepts de discrimination ou, d'un autre point de vue, le concept d'oppression. Enfin, dans une perspective plus pluraliste, d'autres peuvent admettre la pertinence du concept de domination, mais chercher à l'articuler avec d'autres concepts critiques tout aussi nécessaires pour rendre compte des multiples facettes de la situation sociale et politique des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Donc, ces précisions visent simplement à dire que s'il est évident ici qu'il y a une pluralité de républicanisme, il en va de même en ce qui concerne le féminisme, ce qui signifie donc que la thèse de Petitz, selon laquelle le républicanisme constitue une théorie politique normative attractive pour la pensée féministe,
pourrait être juste, mais de manière uniquement partielle. Alors, cette remarque, du coup, soulève aussi la question de savoir de quel point de vue, de quel féminisme je vais parler, ou de quel point de vue je vais examiner l'approche de Pettit. Alors, comme cela va apparaître dans le cours de ma communication, j'adopterai ici un point de vue d'inspiration matérialiste, c'est-à-dire un point de vue, premièrement, qui reconnaît l'intérêt du concept de domination pour penser la situation contemporaine des femmes et des minorités sexuelles, mais qui insiste sur la nécessité de penser la domination comme un rapport social et non seulement comme une relation personnelle de subordination. Et troisièmement, qui souligne que ce rapport social se manifeste dans des inégalités systématiques entre groupes sociaux et s'ancre dans des pratiques sociales dont le maintien et la perpétuation reposent sur des processus de catégorisation et sur des représentations sociales partagées. Donc comme j'essaierai de le montrer, il me semble, même si je suis toujours pas complètement sûre en fait, de moi, que ce point de vue devrait me conduire à nuancer la prétention de Pettit quant à la possibilité pour son républicanisme d'absorber effectivement les revendications féministes. Bien, donc j'en viens à ma première partie qui donc, comme je le disais, concernera les atouts en première approche du républicanisme d'un point de vue féministe. Donc dans cette première partie, j'essaierai de montrer que c'est le cas, que le républicanisme est intéressant d'un point de vue féministe, en particulier quand on le compare aux théories libérales standards de la justice ou à certaines variantes historiques du républicanisme. Et je me concentrerai pour montrer ceci sur 3 points qui résonnent avec des préoccupations fortes au sein du féminisme contemporain. Le premier, donc, c'est la redéfinition de l'idéal républicain en termes de liberté comme non-domination. Le second, c'est la conception du sujet politique qui sous-tend cette redéfinition. Et le troisième, c'est la conception de l'action politique à laquelle cette redéfinition conduit. Donc, premier aspect, l'idéal de liberté comme non-domination. Donc vous savez évidemment que l'un des apports principaux du travail de Pettit, c'est d'avoir proposé de redéfinir l'idéal républicain en référence à une conception originale de la liberté qu'il appelle donc liberté comme non-domination. Ce geste est solidaire de 2 idées importantes. La première, c'est que la domination constitue le mal politique par excellence et que pour cette raison, une théorie politique normative adéquate doit être capable de fournir une analyse de la domination et de proposer des moyens concrets permettant d'en protéger les citoyens. Et la seconde idée, c'est que la tradition républicaine offre des ressources justement pour articuler une conception de la liberté et des institutions politiques dont le but serait de mettre un terme au problème de la domination et que donc Pettit propose de nommer liberté comme non-domination. Alors, Pettit définit cet idéal en le comparant aux 2 conceptions classiques de la liberté identifiées par Berlin, la liberté positive et la liberté négative. Et évidemment, il passe plus de temps à départager liberté comme non-domination et liberté négative, qui constituent, selon lui, l'idéal distinctif de la tradition libérale. Et évidemment, il y a un enjeu de légitimité fort pour lui à distinguer son républicanisme du libéralisme classique. Alors, la liberté comme non-domination se distingue d'abord de la liberté positive, au sens où elle n'implique pas la maîtrise de soi, mais l'absence de maîtrise par autrui. Elle renvoie donc à un idéal moins exigeant, mais qui constitue cependant la condition d'existence de la maîtrise de soi selon Pettit, comme il l'écrit. La liberté comme maîtrise personnelle de soi représente un idéal plus riche que celui de non-domination. On peut certainement avoir la non-domination sans maîtrise personnelle de soi, mais il ne saurait y avoir de maîtrise personnelle de soi sans non-domination. Alors Pettit souligne par ailleurs que la liberté comme non-domination se distingue aussi de l'interprétation collective ou politique de la liberté positive, dans la mesure où elle conduit à envisager la participation démocratique comme un bien instrumental et non comme un bien intrinsèque, et ne conduit pas à défendre la démocratie directe sur le plan institutionnel, j'y reviendrai. Cette précision lui permet de souligner la différence qui existe entre son républicanisme et le républicanisme populiste entre guillemets qu'il attribue en particulier à Rousseau, qu'il considère comme difficilement compatible avec le pluralisme moderne et comme toujours susceptible de légitimer des phénomènes de tyrannie de la majorité, lesquels constituent dans sa perspective l'une des formes que peut prendre la domination entendue comme interférence arbitraire. Alors comme je disais, Pettit passe plus de temps à distinguer la liberté comme non-domination de la liberté négative,
qui constitue donc l'idéal distinctif de la tradition libérale. L'idéal de liberté comme non-domination est à la fois plus large à certains égards et plus étroit à d'autres que l'idéal de liberté comme non-interférence. Il est plus large au sens où il considère comme un obstacle à la liberté bien comprise, non pas seulement l'interférence actuelle, mais l'interférence potentielle ou la capacité à interférer, autrement dit le pouvoir qu'a un agent d'intervenir sur les options de choix dont dispose un autre agent, dans un sens qui détériore la situation initiale de ce dernier. Alors c'est de l'importance évidemment des interférences potentielles ou de la capacité à interférer que rend compte l'exemple de l'esclave soumis à un maître bienveillant, fréquemment utilisé par Petit, et donc qui consiste à dire que l'esclave soumis à un maître bienveillant est dominé, même dans le cas évidemment où son maître, étant bienveillant, s'abstient d'intervenir ou d'interférer dans son environnement d'action. Alors, comme il insiste Petit, le fait d'être placé dans la position d'être potentiellement soumis à une interférence de la part du maître condamne l'esclave à vivre dans l'incertitude, voire dans la crainte des réactions que pourrait avoir son maître. Elle peut aussi le conduire à développer des stratégies de déférence et de séduction pour s'assurer des bonnes grâces de son maître, tout comportement donc qui sont incompatibles avec la jouissance de la liberté, laquelle se marque au contraire par la possibilité d'interagir avec les autres comme un égal, en les regardant droit dans les yeux, comme l'écrit souvent Petit. Donc d'un point de vue néo-républicain, ce contre quoi il importe de protéger les agents, ce n'est pas seulement l'interférence effective, mais l'interférence potentielle, ou la capacité des autres agents à interférer dans leur environnement d'action. Alors cette formule pourrait évidemment laisser croire que la perspective néo-républicaine de Petit le conduit à considérer comme des obstacles à la liberté un nombre de situations si grand qu'il deviendrait impossible, en fait, d'atteindre l'idéal de non-domination en vivant en société. Or ce n'est bien sûr pas le cas, puisque Petit précise immédiatement que seules les interférences actuelles ou potentielles arbitraires sont conçues comme des menaces pour la liberté dans sa perspective. C'est d'ailleurs en ce sens cette fois qu'on peut dire que l'idéal de non-domination est plus restreint ou plus étroit que l'idéal de liberté comme non-interférence. Donc cette fois-ci, c'est sur l'exemple de la loi que Petit s'appuie pour illustrer ce point. Donc évidemment, dans la mesure où elle modifie l'environnement d'action des agents auxquels elle s'applique, toute loi relève d'une interférence. Pour ceux, par conséquent, qui souscrivent à l'idéal de liberté comme non-interférence, la loi sera perçue comme un obstacle à la liberté. Et si elle est malgré tout défendue, elle le sera soit au motif qu'elle maximise la somme totale des libertés, soit au motif que d'autres biens désirables, par exemple la paix ou la sécurité, ne peuvent être atteints en son absence. Or, dans la perspective républicaine de Petit, il en va très différemment. La loi est en effet perçue comme constitutive de la liberté dès lors qu'elle prend en considération les intérêts de ceux auxquels elle s'applique, c'est-à-dire dès lors qu'elle est bien formée et ouverte à la contestation, tant dans sa formulation que dans sa mise en application. Dans ce cas-là, en effet, elle relève bien d'une interférence, mais pas d'une interférence arbitraire. Donc on comprend, c'est ce que dit aussi Petit à plusieurs reprises, que l'acte arbitraire, c'est celui qui échappe au contrôle de l'agent affecté, qui se trouve privé de toute possibilité effective de le contester, ou pour reprendre une catégorie de l'ouvrage A Theory of Freedom, de tout contrôle discursif à son égard. A l'inverse, l'acte d'interférence non arbitraire sera défini comme celui au sujet duquel, je cite, il est fait obligation à l'agent de prendre en compte les intérêts et les idées de la personne subissant cette interférence. Ainsi donc, toute interférence qui prend en considération les intérêts de ceux qui la subissent et qui peut être contestée efficacement par ces derniers ne pourra être qualifiée d'arbitraire dans la perspective de Petit. Donc si je résume ce qui vient d'être dit, je peux dire que l'idéal de liberté comme non-domination tel que l'envisage Petit est un idéal négatif qui suppose de réduire autant que possible l'exposition des agents à la capacité d'interférence arbitraire des autres agents, de façon à ce que tous puissent interagir sur un pied d'égalité avec les autres et que nul ne vive à la merci des autres. Alors à première vue, il semble qu'un tel idéal politique ne puisse que résonner avec les aspirations des théoriciennes féministes qui ont abondamment critiqué les relations de sujétion et de dépendance personnelle dans lesquelles les femmes ont longtemps été maintenues, que ce soit vis-à-vis de leur père ou de leur mari, et qui ont à l'inverse lutté pour l'accès des femmes à une égale liberté, égale à celle des hommes. Alors cette idée d'une résonance du point de vue de l'idéal normatif se renforce quand on examine les arguments offerts par Petit quand il s'agit de démontrer la supériorité normative de l'idéal de non-domination.
Pour démontrer cette supériorité normative, en effet, Pettit revient sur les effets psychologiques et moraux profondément dévastateurs qu'occasionne, selon lui, le fait de vivre sous la dépendance d'un tiers à la volonté duquel on est soumis. Comme il le souligne, cette situation place ceux qui l'expérimentent dans un état d'incertitude chronique. À son tour, celle-ci engendrera de l'anxiété et de la crainte et conduira les agents à développer des stratégies destinées à réduire l'incertitude dans laquelle ils se trouvent, qu'il s'agisse, comme je le mentionnais tout à l'heure, de stratégies de séduction, de déférence ou d'anticipation à l'égard des puissants. Finalement, le fait de vivre sous la domination d'un tiers en privant les agents du respect d'autrui et du contrôle de leur vie pourra porter atteinte à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Or, l'un des buts du républicanisme, et donc de la promotion de la non-domination, est justement, selon Pettit, de protéger les agents de ce type de situation. La non-domination, telle que la pense Pettit, a en effet d'abord une dimension objective. Elle renvoie à la possession d'un statut politique, juridique et social censé réduire l'exposition aux interférences arbitraires. Mais ce statut a également des effets sur les plans intersubjectifs et subjectifs qui rendent compte de sa désirabilité. Sur le plan intersubjectif, être non dominé signifie être reconnu comme un égal et comme quelqu'un dont la voix compte et ne peut être écartée ou réduite au silence. Sur le plan subjectif, cette reconnaissance se traduira par un sentiment de légitimité et de confiance, aussi bien dans sa capacité à mener son projet de vie à bien que dans sa capacité à tenir sa place dans l'interaction. Donc, comme l'écrit Pettit, la jouissance de la liberté comme non-domination va de pair avec la possibilité de se savoir invulnérable aux interférences arbitraires d'autrui et doté d'un statut social comparable à celui des autres. Celui qui en jouit peut regarder les autres droit dans les yeux, il n'a pas à courber l'échine. Et il ajoute que la liberté comme non-domination ainsi conçue représente une capacité de contrôle que possède une personne sur sa propre destinée. Donc, critique des effets psychologiques induits par la suggestion à un tiers, insistance sur le lien qui unit l'égale considération et la jouissance de la liberté, importance accordée au contrôle de l'agent sur le cours de sa vie. On a là autant de motifs qui rapprochent de fait le discours néo-républicain de Pettit d'un certain nombre d'analyses féministes qui ont insisté comme lui sur la dégradation psychologique et morale induite par le fait d'être assujetti à la volonté d'autrui, ou encore sur les distorsions relationnelles occasionnées par une telle situation. On peut penser ici aux descriptions que donne Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, du vécu psychologique de la domination, qui se marque dans une oscillation fréquente entre d'un côté le sentiment de contradiction interne lié au fait que les femmes ne sont pas reconnues comme des sujets à part entière, alors qu'elles peuvent se vivre comme telles, et de l'autre la volonté de se faire objet sous le regard d'autrui et la tentation de se conformer aux normes existantes de la féminité, c'est-à-dire en l'occurrence d'embrasser la position de passivité. On peut également penser à la description que donne Bourdieu de la ruse des femmes dans la domination masculine, entre art de la dissimulation et capacité à anticiper pour mieux les précéder les désirs des hommes. Cette ruse que le sens commun a souvent stigmatisée n'est pas liée bien sûr à une quelconque nature féminine, mais bien plutôt à la longue occupation d'une position de subordination qui ne laisse d'autre choix que d'apprendre à ruser pour se protéger et conserver des marges de manœuvre. Donc si l'enjeu du républicanisme est de mettre un terme aux situations sociales qui produisent ces positions subjectives aberrantes, clivées et ces formes tordues ou insincères de relation à autrui, si son but est de garantir à chacun, comme l'écrit Pettit, de pouvoir regarder les autres droit dans les yeux, alors oui, il semble qu'un tel idéal ne puisse que parler aux théoriciennes féministes. Et c'est bien sûr ce que suggère Pettit quand il écrit qu'être en mesure de vivre sa vie sans avoir jamais à s'abaisser face aux puissants et être en mesure de vivre sans se soumettre à quiconque, tels sont les mérites immenses et tangibles qui donnent une telle puissance de séduction à la liberté comme non-domination. Alors, l'importance donnée à la domination et à la non-domination ne constitue cependant pas, à mon sens, la seule raison pour laquelle la théorie républicaine peut séduire les féministes. L'idéal de non-domination que Pettit promeut repose en effet sur une ontologie sociale et sur une psychologie morale particulière qui résonne elle aussi avec des thèses fréquemment soutenues dans le champ féministe. Cette ontologie sociale et cette psychologie morale sont élaborées dans d'autres textes que républicanisme, mais elles constituent l'arrière-plan de la défense de l'idéal de liberté comme non-domination, et elles permettent de comprendre pourquoi cet idéal semble plus adéquat à Pettit que l'idéal de non-interférence. Donc Pettit présente les grandes lignes de cette ontologie sociale, notamment dans les articles réunis dans le recueil Pensée en société. Dans ces textes, il défend une position originale qu'il qualifie d'individualiste holiste et qui vise à concilier deux thèses.
En premier lieu, et contre une perspective qu'il nomme collectiviste, il s'agit de reconnaître la réalité du sujet conçu comme un sujet intentionnel et autonome, capable de penser et d'agir de manière relativement indépendante par rapport au contexte dans lequel il se situe. Donc pour Petit, je cite, nous sommes, je cite, donc, tels que nous nous apparaissons à nous-mêmes, nous sommes des centres de pensée, de sentiments et d'action capables de chercher, avec quelque succès, à vivre en conformité avec ce que nous nous accordons généralement à considérer comme les exigences de la raison et de la morale. Nous ne sommes pas des pions ou des jouets manipulés par des forces sociales, nous sommes plutôt animés, même si c'est de manière imparfaite, par une capacité d'indépendance de la pensée et de l'action. Donc le sujet intentionnel et autonome n'est pas une illusion que l'on pourrait déconstruire en mettant au jour les déterminants cachés mais seuls réels de la pensée et de l'action, et c'est la raison pour laquelle Petit qualifie sa position d'individualiste. Dans le même temps, cependant, il récuse l'idée selon laquelle les sujets consisteraient en des atomes séparés, disposant toujours déjà des capacités qui les définissent en tant qu'être humain, telles que les capacités de parler, de penser, d'interroger ses croyances et ses désirs, ou de se conduire de manière autonome. Bien qu'elles ne soient accessibles qu'aux êtres humains et dépendent dans une certaine mesure de la spécificité de leur constitution biologique, ces capacités ne peuvent se développer et s'exercer que dans un contexte spécifique, celui de relations intersubjectives prenant la forme de relations discursives. En ce sens, il faut admettre, avec les penseurs romantiques, que, je cite, la socialité est une précondition de l'individualité que nous manifestons. Alors, cette thèse, qui explique cette fois que Petit décrit sa position comme une position holiste, signifie simplement que les capacités psychologiques et morales qui spécifient le sujet humain et participent à son épanouissement sont des capacités relationnellement constituées, des capacités dont le développement et l'exercice dépendent de l'inscription des sujets dans un réseau de relations interpersonnelles et sociales. Alors, selon Petit, c'est d'abord le cas de notre capacité de penser, mais c'est aussi le cas de notre autonomie, comme il le souligne dans son livre A Theory of Freedom. Dans ce livre, il propose de définir l'autonomie comme la capacité à agir sur la base de croyances et de désirs avec lesquels on s'identifie. Donc, ce point n'est pas très original, il reprend ici notamment des éléments du modèle de Francfort. Mais il ajoute que cette capacité ne peut se développer et s'exercer que dans un contexte relationnel et social où le sujet est considéré comme un agent capable de participer à la discussion et comme le détenteur d'une voix qui compte. L'autonomie doit autrement dit être pensée sur le modèle de ce qu'il appelle le contrôle discursif. Donc on voit ainsi que la conception relationnelle de la subjectivité élaborée dans Pensée en société, qui fait de la participation à une communauté de langage la condition du développement de la subjectivité, se traduit sur le plan de la psychologie morale par la défense d'une conception relationnelle de l'autonomie qui fait dépendre l'autonomie du type de relation dans lequel le sujet est inscrit. En retour, cette conception relationnelle rend compte de l'importance politique attribuée à la liberté comme non-domination. Si l'idéal de liberté comme non-domination est moins riche que l'idéal d'autonomie comme contrôle discursif, il doit en effet permettre de promouvoir les conditions politiques et sociales auxquelles une telle autonomie peut être atteinte. L'idéal de non-domination commande ainsi la neutralisation des relations propices à l'exercice de la domination, non par l'arrachement à toute forme de relation, mais par la promotion de relations de non-domination, c'est-à-dire de relations fondées sur l'égalité et le respect mutuel, et susceptibles du même coup de permettre le développement et l'exercice de l'autonomie des citoyens. Alors c'est d'ailleurs sur ce point qu'insiste Petit longuement dans Républicanisme quand il compare l'idéal de liberté comme non-domination et l'idéal de liberté comme non-interférence, tandis que le premier est selon lui un idéal social dont la réalisation dépend des attitudes et des actions des autres, le second, fondé sur une prémisse atomiste, est parfaitement compatible avec une situation d'isolement. Comme il l'écrit, la non-domination que valorise la tradition républicaine correspond à l'absence de domination dont on peut jouir parmi les autres, et non à celle dont on peut jouir dans l'isolement. A l'inverse, l'idéal de non-interférence renvoie davantage à la notion de liberté naturelle qu'à celle de liberté civile, et ce lien suggère que l'on peut donc en jouir en vivant dans l'isolement, de sorte que la non-interférence puisse signifier une absence d'interférence, que l'on vive en présence d'autres individus ou que l'on vive seul, volontairement ou non. C'est pourquoi, il conclut, si la liberté comme non-domination correspond à la liberté dans la cité, la liberté comme non-interférence désigne quant à elle une liberté dans le désert. Alors, l'importance que Petit accorde aux relations, que ce soit donc au niveau de l'ontologie sociale, de la psychologie morale ou de la théorie politique, me semble là encore faire écho à des thématiques qui sont devenues centrales dans la pensée féministe contemporaine, et je me contenterai ici de noter 2 points de convergence intéressants. En premier lieu, la critique de l'atomisme
que Pettit élabore au niveau ontologique et politique converge avec une critique récurrente adressée par la pensée féministe contemporaine aux théories libérales de la justice, accusées de reposer sur une ontologie sociale atomiste, de minorer la dimension relationnelle de la subjectivité et par conséquent de demeurer aveugle à des phénomènes sociaux et politiques qui devraient être au cœur de toute théorie normative. Alors, dans le champ anglo-saxon, on peut penser par exemple aux travaux d'Iris Marion Young, qui a pointé dans Justice and the Politics of Difference le lien entre l'ontologie sociale atomiste des théories standards de la justice, bon elle pense à Rawls en fait, leur incapacité à penser adéquatement les relations de domination et d'oppression et leur focalisation problématique sur ce qu'elle a appelé un paradigme distributif de la justice. De plus, la perspective de Pettit en psychologie morale converge aussi avec un certain nombre de travaux féministes contemporains qui ont cherché à repenser l'autonomie sur un modèle relationnel. Alors, comme le soulignent Nathalie Stoliar et Catriona Mackenzie, les conceptions relationnelles de l'autonomie ne recouvrent pas une théorie unifiée, mais un ensemble d'approches. Approches qui sont fondées sur l'idée selon laquelle les personnes sont socialement situées et les identités sont formées dans le contexte de relations sociales. Sur cette base, ces approches cherchent à rendre compte de la possibilité d'autonomie personnelle. À l'inverse des conceptions internalistes de l'autonomie, qui se concentrent exclusivement sur les capacités internes du sujet, les théoriciennes féministes, qui défendent une conception relationnelle de l'autonomie, soulignent donc que le sujet advient dans un contexte relationnel et social dont dépendent son identité et ses capacités, une idée qui leur permet notamment de rendre compte de la profondeur des effets subjectifs des situations de domination ou d'oppression et de l'insuffisance de politiques fondées sur la seule égalisation des droits. Mais à l'inverse de certaines approches communautariennes ou postmodernes, ces théoriciennes récusent aussi l'idée selon laquelle l'autonomie constituerait une fiction trompeuse qui devrait être abandonnée. Dans leur perspective, ce concept demeure en effet un outil critique et normatif central dans une politique féministe. Dès lors, l'enjeu est de déterminer comment des sujets dont l'identité et les capacités sont constitués au travers de relations interpersonnelles et dans des contextes sociaux spécifiques, peuvent acquérir la capacité de définir ce qui leur importe et la confiance nécessaire à l'exercice d'une telle capacité. Comme l'a souligné Jennifer Nedelski, dans un article qui est considéré par beaucoup comme fondateur de ces approches, repenser l'autonomie relationnellement implique d'aller au-delà d'une conception de l'être humain qui considère ce dernier uniquement comme un être séparé et voit dans le collectif une menace pesant sur l'individu. Le collectif n'est pas simplement une menace potentielle qui pèse sur les individus, il est constitutif de ce que sont les individus. Il constitue aussi bien une source de l'autonomie individuelle qu'un danger qui pèse sur elle. Donc on retrouve dans ces approches un trait qui est évidemment caractéristique de l'approche de Pettit également, à savoir cette double perspective prise sur les relations sociales, qui sont conçues à la fois comme des conditions nécessaires de l'autonomie et comme des menaces susceptibles de la compromettre, une double perspective qui rend compte encore une fois de la centralité du problème de la domination dans la perspective républicaine, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, pour clore cette première partie, je voudrais évoquer très rapidement une ultime caractéristique du républicanisme de Pettit, qui est susceptible aussi de constituer un atout d'un point de vue féministe. Il s'agit de la conception que Pettit se fait de l'action politique et des rôles qu'il donne à l'État et aux citoyens quand il s'interroge sur les modalités concrètes qui permettraient de promouvoir la liberté comme non-domination. Alors comme souvent, ici, Pettit essaie de tracer une troisième voie entre ce qu'on pourrait appeler une position minimaliste qu'il rattache à la tradition libérale et une position maximaliste qu'il attribue à la tradition républicaine populiste. Or, cette troisième voie est intéressante d'un point de vue féministe en ce qu'elle semble permettre d'éviter les écueils associés à chacune de ces deux traditions et que les historiennes féministes des idées politiques, aussi bien que les théoriciennes contemporaines, n'ont pas manqué de souligner. Alors j'ai déjà indiqué que dans la perspective de Pettit, la promotion de la non-domination suppose de garantir à chaque membre de la société un statut égal à celui des autres, en vertu duquel chacun soit immunisé contre les interférences arbitraires que pourrait leur faire subir autrui. Un tel statut ne peut exister qu'en référence à un état de droit légitime et équivaut dans la perspective de Pettit à la citoyenneté républicaine. Être citoyen d'un État républicain signifie ainsi être protégé contre toutes les formes de domination, ce qui peut s'opérer selon deux voies principalement. La première, que Pettit nomme la stratégie de la réciprocité des pouvoirs, est une stratégie horizontale et décentralisée qui revient à distribuer les ressources sociales de manière à ce que le pouvoir de chacun soit équivalent à celui des autres et de manière à ce que chacun puisse ainsi se protéger des autres. Comme l'écrit Pettit, cette stratégie, je cite, vise à égaliser les ressources dont disposent le dominant et le dominé
de sorte que, idéalement, une personne antérieurement dominée puisse parvenir à se défendre elle-même de toute interférence engagée par le dominant. La seconde stratégie, qu'il nomme la stratégie de la disposition constitutionnelle, relève au contraire d'une stratégie verticale et centralisée et consiste dans l'établissement d'une autorité constitutionnelle chargée de réguler les interactions entre les particuliers, tout en prenant en compte leurs intérêts respectifs. Si Petit fait droit à ces deux stratégies, il privilégie clairement la seconde pour deux raisons. La première est qu'il lui paraît peu probable que l'on parvienne jamais à égaliser parfaitement les ressources et les pouvoirs de l'ensemble des membres de la société. La seconde est que la volonté de mettre chaque citoyen en position de se défendre risquerait de transformer l'état civil en un état de défiance généralisée. Or, ceci serait contre-productif au regard de la fin visée, la non-domination requérant au contraire l'instauration de relations de confiance entre les agents. Alors la préférence accordée à la stratégie par disposition constitutionnelle conduit ainsi Petit à faire de l'État, plutôt que des individus, le principal promoteur de la non-domination, et elle explique qu'une part importante de sa réflexion institutionnelle concerne les institutions politiques à même de garantir la non-domination, et la question de savoir quelle forme leur donner pour qu'elles ne deviennent pas à leur tour vectrices de domination. Dans ce cadre, Petit développe une défense du constitutionnalisme fondée sur les trois principes que sont respectivement l'empire des lois, la dispersion des pouvoirs et la condition contre-majoritaire. Cependant, ce n'est pas évidemment cet élément qui est le plus original dans ses préconisations en matière d'institutions politiques. Plus original est la conception de la démocratie qu'il développe, qu'il nomme démocratie de contestation. Sa thèse est en effet que la promotion de la liberté comme non-domination ne peut se passer d'un certain type d'engagement des citoyens dans la vie publique, lequel prend la forme de la contestation. Or, si l'insistance de Petit sur l'engagement civique le place à distance du libéralisme politique, la conception de cet engagement en termes de contestation ordonnée à la défense de la non-domination plutôt qu'en termes de participation à la prise de décision publique le distingue des versions populistes du républicanisme, dont encore une fois la tradition de l'humanisme civique et la philosophie de Rousseau constituent pour lui des exemples privilégiés. Donc, la démocratie de contestation que Petit appelle de ses voeux ne suppose pas en effet que les citoyens s'impliquent directement dans la prise de décision politique. Elle ne renvoie pas à un idéal de participation populaire qui trouverait à s'incarner dans une forme de démocratie directe. Petit défend au contraire une démocratie représentative dans laquelle les lois et les décisions publiques sont élaborées et prises par des représentants élus par tous au terme de campagnes électorales permettant l'expression des intérêts des différents groupes sociaux. Cependant, il ajoute que pour être légitimes, c'est-à-dire non arbitraires, les lois et les décisions publiques devront prendre en compte les intérêts communs et avoués des citoyens. Ceci ne signifie pas que ces derniers devraient y consentir, mais plus radicalement qu'ils doivent pouvoir les contester dans les cas où elles ne tiendraient pas compte de leurs intérêts. L'enjeu dès lors est d'assurer la contestabilité des lois et des décisions publiques. Alors, dans cette optique, Petit souligne l'importance de trois conditions. Premièrement, les lois et les décisions publiques devront être votées et prises par les gouvernants au terme de délibérations publiques et transparentes, autorisant l'expression de différents points de vue et garantissant que toutes les considérations pertinentes pour la prise de décision ont été prises en compte. Deuxièmement, les citoyens devront disposer de canaux par le biais desquels faire entendre leur voix afin de s'assurer que toutes les considérations pertinentes auront été prises en compte dans la délibération ou de contester les décisions prises dans le cas contraire. Dans cette perspective, Petit souligne notamment l'intérêt des mesures de représentation spéciale et des politiques de quotas pour les membres des groupes minoritaires, et il propose de les compléter par des mécanismes d'appel offrant une médiation à la contestation, type lettre écrite aux députés, saisine d'une instance médiatrice, etc. Enfin, des commissions indépendantes, protégées, je cite, du tumulte populaire et placées à l'écart des débats parlementaires, devront être créées afin d'examiner les contestations des citoyens. Selon Petit, en effet, seules de telles commissions, composées d'experts indépendants, sont à même de créer un climat apaisé dans lequel les contestations citoyennes pourront être examinées de manière impartiale et honnête, et les décisions publiques amendées le cas échéant. Alors l'intérêt de ce modèle politique, dans une perspective féministe, me semble triple. D'abord, et contre une certaine tradition libérale, Petit souligne que la défense des droits individuels n'est évidemment pas suffisante et que la défense de la démocratie et d'une certaine forme d'engagement civique est centrale pour la défense de la liberté. Cette idée résonne avec la critique du formalisme des droits individuels issue de Marx et reprise par un grand nombre de théoriciennes féministes, par exemple Marie Dietz, Alison Jaggard ou encore Iris Yang, que je citais tout à l'heure.
Ensuite, l'importance donnée par Petit aux institutions démocratiques et à l'engagement civique ne le conduit pas à souscrire à une conception homogène et problématique du bien commun qui risquerait toujours, comme l'ont montré par exemple Seyla Ben-Habib et Iris Young, de minorer les rapports de pouvoir entre citoyens et les inégalités de position existant notamment entre les hommes et les femmes. C'est au contraire une conception inclusive et plurielle de la démocratie que cherche à défendre Petit, comme en témoigne l'attention portée aux mécanismes devant permettre aux groupes minoritaires de faire entendre leur voix et de peser sur le processus de décision publique. Enfin, la démocratie de contestation telle qu'il la pense semble solidaire d'une vision souple de la distinction entre sphère privée et sphère publique, qui évite les écueils des conceptions républicaines classiques et qui semble là encore recouper la position de plusieurs théoriciennes féministes, en particulier Suzanne Moller-Hawkins et Iris Young encore. Ainsi, dans la perspective de Petit, il ne semble pas y avoir de questions ou de sujets qui relèveraient a priori du politique quand d'autres n'en relèveraient pas. De la même façon, et parce que la domination peut toujours prendre des formes nouvelles et inattendues, il n'y a pas de domaine ou de sphère sociale dans laquelle l'État ne pourrait intervenir dès lors que ces interventions sont soumises au contrôle démocratique des citoyens. Comme le laisse entendre l'exemple récurrent de l'épouse soumise à la volonté arbitraire de son mari, la famille constitue un lieu d'intervention parfaitement légitime de l'État dès lors que des formes de domination s'y déploient. Bien, donc je m'arrête là pour cette revue assez basique, des raisons pour lesquelles il me semble, Petit considère que son approche pourrait être parlante d'un point de vue féministe. Et je conteste évidemment pas le fait qu'il s'agisse d'une théorie prometteuse de ce point de vue-là, ce qui explique d'ailleurs que des théoriciennes politiques se réclamant du féminisme aient utilisé l'approche de Petit pour renouveler certains débats au sein même du champ féministe, et je pense en particulier ici au travail de Cécile Laborde sur la question du port du voile, et à la façon dont elle a montré dans le livre Critical Republicanism que l'approche néo-républicaine permettait de dépasser les positions antithétiques des féministes postmodernes d'un côté, qui considèrent que le sens du voile est contextuel et individuel, au risque évidemment de perdre de vue les relations de domination dans lesquelles la pratique du port du voile peut s'inscrire, et les féministes laïcistes, qui minorent les effets de domination que l'État peut produire quand il intervient pour prohiber certaines pratiques. Alors, en dépit de ces atouts, cependant, il se peut que la théorie néo-républicaine présente des limites d'un point de vue féministe. En examinant certaines de ces limites, mon but n'est évidemment pas de mettre un terme au dialogue entamé par Petit avec les théoriciennes féministes, mais plutôt de chercher à l'approfondir. Et l'horizon est moins pour moi un rejet du républicanisme de Petit que la volonté de l'amender, quitte éventuellement à proposer une version que lui-même n'accepterait pas. Bon. Alors, dans le cadre de cette intervention, et en fonction du temps qu'il me restera, je me concentrerai sur deux limites de l'approche de Petit. L'une est liée à sa conception de la domination, et l'autre à l'oubli d'une question qui, à mon sens, est fondamentale dans une perspective féministe, qui est celle du care. Alors, idéalement, je précise qu'il faudrait développer ces critiques dans au moins deux directions. En premier lieu, il faudrait analyser la manière dont elles se répercutent sur les recommandations institutionnelles que fait Petit, c'est-à-dire rendre compte des limites de la politique républicaine telle qu'il la conçoit et ouvre sur des modifications de ces recommandations. Et en second lieu, il me semble qu'il faudrait aussi interroger ce qui, dans les présupposés anthropologiques de Petit et dans ses choix méthodologiques, rend compte de ces limites. Donc je ne ferai pas du tout ça ce soir ici, mais encore une fois c'est l'horizon qu'il faudrait à mon sens interroger. Donc je commencerai par la conception de la domination sur laquelle repose le républicanisme de Petit. Donc j'ai commencé cette présentation en remarquant que si le républicanisme de Petit pouvait intéresser les théoriciennes féministes, c'était d'abord et avant tout en raison de l'importance qu'il accorde au problème de la domination. On peut cependant se demander si cette conception de la domination élaborée par Petit permet effectivement de rendre compte des formes contemporaines de la domination de genre et des problèmes auxquels se heurtent les femmes du fait du groupe de sexe auquel elles appartiennent. Pour comprendre les raisons pour lesquelles cette question se pose, il importe évidemment de revenir sur la conception de la domination qui sous-tend l'argumentation de Petit. Alors, Petit élabore cette conception en se référant d'abord à l'expérience subjective que recouvre le fait d'être soumis à la domination d'un autre, avant de déterminer analytiquement quelles sont les propriétés des relations de domination.
Donc, comme il le souligne, la domination se manifeste d'abord dans l'expression d'un grief dont l'objet, je cite, est le fait de vivre à la merci d'un autre, d'avoir à vivre d'une façon qui nous expose à des maux que cet autre est en mesure de nous infliger arbitrairement, et cela notamment lorsque chacun est en mesure de percevoir que nous subissons une telle domination. Donc, selon lui, c'est une telle expérience que font l'épouse battue qui ne dispose d'aucun recours juridique ou social, le travailleur qui ne peut se plaindre sans risquer de perdre son emploi, l'individu endetté dont les perspectives financières dépendent des bonnes grâces de son banquier, ou le bénéficiaire de l'assistance sociale dont l'accès aux prestations dépend de la seule volonté du guichetier. Comme il l'écrit, je cite encore, donc ces personnes, se trouvent dans une position de vulnérabilité qui les abaisse parce qu'ils ne peuvent tenir tête à celui qui les domine et parce qu'ils devront même peut-être recourir de manière servile à la flatterie et à la flagornerie afin de s'insinuer dans ces bonnes grâces. Donc sur la base de cette description de ce que signifie qu'être dominé, Petit propose de définir la domination de la façon suivante. Un agent en domine un autre si et seulement si il dispose d'un certain pouvoir sur celui-ci, en particulier le pouvoir d'interférer arbitrairement dans ses actions. Il le tient sous son emprise et cette emprise est arbitraire. Donc, comme l'indique cette définition, la domination consiste dans une relation dotée de 3 caractéristiques principales d'après Petit. Elle suppose un agent individuel ou collectif doté d'une capacité d'interférence. Elle requiert que cette capacité puisse être exercée sur une base arbitraire. Et elle implique que cette capacité s'exerce sur les choix qu'un autre agent est en mesure de faire, en restreignant l'éventail des options qui sont accessibles, en modifiant certaines de ces options ou en faisant disparaître une option accessible. Donc ça, c'est des précisions que Petit a apportées, notamment dans l'article qui est inclus dans le volume collectif dirigé par la Board et Maynor, Republicanism and Political Theory, en 2008. Alors, pour compléter ces éléments de définition, Petit ajoute 3 remarques supplémentaires. Il souligne d'abord que la domination doit nécessairement détériorer la situation de celui qu'elle affecte. Il soutient ensuite qu'elle doit avoir un caractère intentionnel et relever à minima de la négligence. Il écrit que si l'on ne tient pas compte de cette dimension intentionnelle, on perd de vue, je cite, la distinction entre le fait de protéger les individus des effets naturels de la chance, de l'incapacité ou de la rareté, et le fait de les protéger des effets liés aux actions qu'ils peuvent entreprendre les uns contre les autres. Enfin, il note que dans la plupart des cas, la domination fera l'objet d'un savoir commun, lequel joue un rôle important dans son maintien. Comme il l'écrit, la domination implique en général la conscience qu'a le dominant du contrôle qu'il exerce, celle qu'a le dominé de sa vulnérabilité, ainsi que la conscience commune d'être de part et d'autre conscient de cela. Alors cette conception de la domination semble en mesure de ressaisir quelques-unes des principales modalités de fonctionnement de la domination, notamment la contrainte physique, la violence, la menace, qui constituent évidemment des modalités importantes de la domination de genre, y compris dans des sociétés explicitement égalitaires où certains types de violences sont en principe proscrits. Donc sur ce point, on peut se reporter aux résultats de l'enquête ANVEF, réalisée en 2000, mais aussi aux analyses qui soulignent que la violence exercée à l'encontre des femmes constitue un rappel à l'ordre du genre, certes ponctuel car coûteux pour les dominants, mais qui n'en demeure pas moins nécessaire pour le maintien de la domination de genre. Enfin, les développements que Petit consacre au savoir commun indiquent qu'il est attentif au fait que la domination produit des effets subjectifs et intersubjectifs qui sont décisifs pour rendre compte de son maintien. Alors ces atouts n'empêchent pas que cette conception puisse être discutée ou critiquée d'un point de vue féministe. Alors parmi les objections susceptibles d'être adressées à Petit, une première peut porter sur le caractère apparemment interactionniste de sa définition de la domination. Elle consisterait à reprocher à Petit de réduire la domination à un rapport interpersonnel entre 2 agents individuels et de minorer ainsi la complexité des conditions sociales qui rendent compte de l'exercice de la domination. Cette objection pourrait en particulier s'appuyer sur les exemples que Petit mobilise à l'appui de sa définition, qui mettent généralement aux prises 2 agents individuels, donc le maître, l'esclave, le mari, l'épouse, la personne endettée, le banquier, etc. Alors cette objection n'est cependant pas recevable à mon sens, car malgré ce que laissent penser ces exemples, Petit ne réduit pas les relations de domination à des rapports interpersonnels entre agents individuels. Les agents susceptibles d'interférer arbitrairement dans les actions des autres peuvent en effet être des agents collectifs, des groupes ou des institutions, dont Petit soutient par ailleurs qu'il est possible de leur attribuer une intentionnalité, notamment dans le recueil Pensée en société.
De plus, rien n'indique que Pettit considère les pouvoirs dont les agents sociaux sont dotés comme des capacités individuelles que ces derniers posséderaient intrinsèquement. Les exemples qu'il prend suggèrent plutôt que ces pouvoirs relèvent de capacités socialement constituées, dérivant principalement des statuts sociaux que les agents occupent ou de leur position dans l'espace social. C'est pourquoi on peut penser que l'analyse d'une relation de domination devrait impliquer, dans la perspective de Pettit, l'examen du contexte social dans lequel les agents évoluent et la manière dont ce contexte détermine leurs pouvoirs respectifs. Enfin, en réponse à cette première objection, on peut souligner que si Pettit note que les dominants peuvent être des agents collectifs, il souligne également à l'inverse que les dominés, s'ils sont toujours des agents individuels, le sont généralement en vertu de leur appartenance de groupe. C'est encore une fois le sens du concept de classe de vulnérabilité qu'il forge pour rendre compte du fait que la domination s'exerçant généralement sur des individus en tant qu'ils sont membres de certains groupes sociaux, la non-domination est à l'inverse un bien partiellement commun, soit un bien que l'on ne peut promouvoir pour un membre de ce groupe sans le promouvoir dans le même temps pour l'ensemble des membres du groupe. Donc si on ne peut pas reprocher à Pettit de défendre une conception interactionniste de la domination, on peut cependant lui reprocher de fournir de la domination une définition trop étroite et qui ne permet pas de ressaisir adéquatement ni l'ensemble des modalités par le biais desquelles les agents individuels ou collectifs peuvent interférer dans les actions des autres, ni la nature des effets produits par certains modes de domination. Alors, cette objection a été formulée par des théoriciennes qui se revendiquent d'une perspective féministe. J'ai cité Cécile Laborde tout à l'heure. On peut également mentionner ici Sharon Crouse dans un article qui s'appelle Beyond Non-Domination, Agency, Inequalities and the Meaning of Freedom, qui est paru dans Philosophy and Social Criticism en 2013. Donc, ces deux théoriciennes soulignent que le problème principal de la définition de Pettit et la raison pour laquelle cette définition ne rend pas compte adéquatement de la domination de genre vient de son caractère intentionnaliste, c'est-à-dire du fait qu'elle implique d'un côté un agent dominant intentionnellement et en toute connaissance de cause, et de l'autre un agent dominé qui a conscience de la domination qu'il subit. Comme ces deux auteurs le montrent chacune à leur manière et en écho à de nombreuses autres analyses de la domination de genre, le problème de cette dernière, et ce qui explique la difficulté qu'il y a à lutter contre, est qu'on peut parfaitement être dominant sans le vouloir, et parfois sans le savoir, qu'on peut être dominé sans le savoir, et bien sûr sans le vouloir, mais on pourrait ici ajouter que l'on peut peut-être aussi être dominé en le sachant et d'une certaine manière en le voulant ou en le désirant. J'envisagerai pas ce cas de figure ici, mais je pense qu'il serait intéressant de l'analyser car il conduirait sans doute aussi à montrer que la domination affecte bien entendu la formation des désirs des agents et non seulement l'éventail des options qui leur est accessible. Donc c'est un point ça que j'évoquerai plus loin rapidement. Donc si c'est le cas, si on peut effectivement être dominant sans le vouloir et parfois sans le savoir et dominé sans le savoir également, ça signifie bien sûr que le paradigme de l'esclavage qui est utilisé par Pettit pour penser la domination n'est pas un paradigme adéquat pour penser la domination de genre. Et en effet, dans les sociétés démocratiques et libérales contemporaines, et en particulier depuis les transformations du statut juridique des femmes survenues à la suite de ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme, les femmes ne peuvent pas être considérées comme les esclaves des hommes. Et si certains hommes tiennent sans doute certaines femmes sous leur emprise, comme l'écrit Pettit, au sens où ces derniers disposent consciemment d'un pouvoir d'interférer arbitrairement dans leur environnement d'action et en usent de manière délibérée, cette vision de la domination de genre est à la fois inexacte, il me semble, et insuffisamment complexe pour rendre compte des raisons pour lesquelles les femmes sont systématiquement désavantagées dans de multiples sphères de l'existence sociale, que ce soit dans l'espace professionnel, dans l'espace familial ou dans la sphère politique. Alors Cécile Laborde soutient ainsi que les inégalités systématiques et durables entre hommes et femmes, sur lesquelles la domination au sens restreint que lui donne Pettit prend appui de fait, proviennent des normes sociales qui sont intériorisées par les agents dans le cours de la socialisation sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte, et dont les effets en termes de domination n'apparaissent pas nécessairement comme tels aux principaux concernés. Le fait pour les femmes de se mettre en retrait de l'emploi à l'arrivée d'un enfant, alors plus spécifiquement à l'arrivée du deuxième enfant, pourrait constituer un exemple du genre de normes auquel Laborde pense. Il s'agit d'un comportement habituel qui est à la fois soutenu par une politique familiale spécifique,
attendue par les employeurs et par les conjoints et intériorisée comme allant de soi par la plupart des femmes, dont les pratiques tendent par conséquent à valider rétroactivement les attentes des autres agents à leur égard et ainsi à consolider la norme existante. On sait que cette norme influe sur la répartition future du travail domestique et des responsabilités familiales, pénalise durablement les femmes dans la sphère professionnelle et a des conséquences en termes de droits sociaux, mais aussi en termes de pouvoir de négociation au sein du couple. Pourtant, dire que ces effets ont été voulus et anticipés par les conjoints des femmes en question, par leurs employeurs ou par ces femmes elles-mêmes, est peu convaincant. Il y a sans doute des conjoints, encore une fois, qui contraignent leurs compagnes à prendre un temps partiel ou à cesser leur activité de travail, mais il est peu probable que ce soit ce qui se produit dans la majeure partie des cas. De même, il n'est pas évident que, quand ils privilégient le recrutement d'un homme sur un poste dont la description suppose d'avoir de l'autorité ou du charisme, les employeurs souhaitent délibérément écarter les femmes qui se présentent. Ce qui est plus probable, c'est que dans ces cas-là, en raison de représentations sociales partagées, qui associent par exemple autorité et masculinité, les attentes et les conduites des agents s'alignent ou convergent, moins de femmes se présentent, les employeurs considèrent que ces femmes ne collent pas au profil du poste, etc., pour créer une situation que peu d'agents pris individuellement, voire aucun, n'auraient peut-être souhaité ou anticipé, mais qui a cependant pour effet de maintenir dans une situation de désavantage systématique certains agents au bénéfice objectif d'autres agents. Donc, dans cette perspective, la domination ne devrait pas être pensée prioritairement comme une forme de subordination personnelle à la volonté d'autrui. Elle désigne plutôt un rapport entre groupes sociaux structurellement inégaux, en vertu duquel les membres du groupe dominé sont, du fait d'appartenir à ce groupe, systématiquement privés d'un ensemble d'options et de ressources auxquelles les membres du groupe dominant ont au contraire accès, simplement du fait d'être membres de ce groupe. Donc, la domination ainsi conçue renverrait donc à la division de l'espace social en groupes sociaux inégaux et interdépendants, tant du point de vue de leur définition que du point de vue des ressources auxquelles ils ont accès. Par conséquent, être dominant ou dominé ne serait pas le résultat d'une volonté, mais d'abord l'effet d'une appartenance de groupe ou d'une position sociale. C'est pourquoi, contrairement à ce que Petit affirme dans Républicanisme, on pourrait être dominant sans le vouloir et dominé sans le savoir. C'est un point, évidemment, ce dernier point, sur lequel la théorie féministe a beaucoup insisté, peut-être dominé sans le savoir, et qui explique l'importance accordée au processus et aux pratiques de prise de conscience ou de conscientisation qui permettent de repenser l'expérience personnelle ou l'expérience vécue comme le produit d'une position sociale et d'en faire le point de départ d'un engagement politique orienté indissociablement vers la transformation sociale et vers la redéfinition de soi. Alors, cette objection contre Petit semble à première vue, peut-être je m'arrêterai à la fin de ce point. Ou alors... Ouais, non mais je m'arrêterai. Plus solide que la première, donc l'objection d'interactionnisme, mais il n'est pas sûr qu'elle demeure valide aujourd'hui. Dans son livre paru en 2012, On the People's Terms, Petit élabore en effet une conception plus sophistiquée de la liberté et des obstacles qui peuvent la compromettre. Et laissant de côté la métaphore de l'esclavage, ou en tout cas la mettant clairement au second plan, il fait droit au concept de domination structurelle, donc je cite, qu'il avait jusque-là négligé. Alors, je voudrais citer un long extrait de ce texte pour ensuite en commenter rapidement quelques points. Donc je m'excuse pour la longueur du texte, mais je trouvais intéressant. Donc c'est moi qui ai traduit. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des propositions de traduction, il y a des termes qui sont absolument atroces à traduire. Alors je cite. Donc ces observations suffisent à montrer que je peux réduire votre liberté de choix dans la mesure où je peux vous exposer à la possibilité d'une interférence. Dans la mesure, autrement dit, où j'ai le pouvoir non contrôlé par vous d'interférer dans vos choix. Donc là, Petit revient sur l'interférence potentielle. Un point qu'il importe ici de noter est que je peux faire cela, cependant, sans forcément désirer avoir ou exercer un tel pouvoir. Supposez que je dispose de ce pouvoir d'une façon telle que je ne peux y renoncer ou faire quoi que ce soit pour le réduire. Je ne peux m'empêcher de savoir comment vous agissez. Autrement dit, j'ai les ressources cognitives nécessaires pour interférer, et je dispose aussi des ressources objectives pour le faire, sur une base inaliénable, disons parce que je bénéficie de certains avantages légaux dont vous ne bénéficiez pas, de davantage de force physique ou d'une influence sociale plus grande que la vôtre. Il se peut que je ne désire pas vous dominer dans le cas présent. Il se peut que je désire que vous ne soyez pas dépendant de ma volonté. Mais que cela me plaise ou non, vous dépendez de moi et je vous domine. Vous dépendez de ma volonté et êtes sujet à ma volonté, bien que ce ne soit pas ma volonté que vous subissiez une telle domination. Alors il peut sembler fantasque de soutenir que je peux vous tenir sous ma volonté sans que le fait que vous dépendiez de ma volonté soit ma volonté.
Mais cette domination involontaire n'est en rien impossible. Elle est illustrée par toute relation asymétrique dans laquelle l'une des parties dispose d'un pouvoir inaliénable, comme c'est le cas du mari vis-à-vis de son épouse dans une culture sexiste, de l'employeur vis-à-vis de son employé dans une économie non régulée, du professeur vis-à-vis de ses étudiants dans un établissement traditionnel. Si je vous domine en ce sens, vous dépendrez de ma volonté, au sens où ce que vous pourrez faire dans une situation de choix pertinent, par exemple si vous pourrez ou non choisir entre X, Y et Z, variera en fonction des variations de ma volonté à votre égard. Vous conserverez l'accès à ces options aussi longtemps que je serai bien disposé à votre égard, mais vous perdrez cet accès dès que ma bonne volonté disparaîtra. Cependant, je ne tirerai aucun plaisir de la suggestion que vous subissez, et si je pouvais faire quoi que ce soit pour corriger la situation, je le ferais. La relation dans laquelle nous sommes signifie que vous êtes assujettis à ma volonté, et le fait que la domination que je vous impose ainsi me répugne signifie que je vous domine non intentionnellement. Ces observations sont intéressantes en soi, mais elles suggèrent aussi que nous devrions reconnaître une forme indirecte ou structurelle de domination, à côté de la forme directe et personnelle, qu'elle soit ou non voulue, que nous avons décrite. C'est généralement en raison des modalités selon lesquelles une société est organisée, culturellement, économiquement ou légalement, que certaines personnes ont un tel pouvoir en relation aux autres, qui leur permet de les dominer directement, sans nécessairement qu'ils veuillent ou même approuvent cette domination. Ainsi, c'est généralement en raison de la manière dont est structuré le droit du mariage ou le droit du travail que les maris ou les employeurs ont le pouvoir de dominer leurs épouses ou leurs employés. Ces modes d'organisation peuvent abolir, mais pas envahir le choix, quand par exemple ils émergent de pratiques coutumières, mais ils peuvent faciliter les pires formes d'intrusion, donc en anglais c'est invasion, et de domination existant dans une société. La théorie républicaine de la justice sociale que je discute dans la section suivante vise en grande partie à remédier à la domination structurelle et cherche à définir des mesures grâce auxquelles les gens peuvent être publiquement assurés de ne pas être dominés par les autres dans l'exercice de leur liberté de base. Alors je voudrais faire et terminer par plusieurs remarques sur cet extrait qui toutes tournent autour de la question de savoir si oui ou non Petit donc a modifié sa conception de la domination dans ce livre de façon suffisamment substantielle pour prendre effectivement en charge la domination du type de celle que j'ai décrite plus haut et qui constitue donc le problème sur lequel se concentre un nombre de théoriciennes féministes contemporaines. Alors à première vue, cet extrait semble indiquer un changement majeur. Petit reconnaît en effet qu'on peut être en position de dominer un autre agent sans en avoir l'intention ou sans le vouloir. Et il explique que si c'est le cas, c'est en raison de formes d'organisation sociale qui instituent des inégalités durables entre les agents, qui ne sont pas forcément réfléchies et qui peuvent émerger et se renforcer par le biais des pratiques habituelles des agents. Cependant, il semble aussi dire que si ces formes de domination structurelle ou indirecte doivent être combattues dans la perspective néo-républicaine, c'est uniquement dans la mesure où elles permettent aux agents d'exercer sur d'autres une domination directe. Il ne semble donc pas qu'elle soit problématique en soi, mais uniquement dans la mesure où elle favorise la domination directe. C'est ce que Petit indique à la toute fin de l'extrait quand il introduit la distinction entre des modes d'organisation qui abolissent le choix, donc vitiate en anglais, et d'autres qui l'envahissent, invade, et quand il place la domination du côté de l'intrusion, de l'invasion uniquement. Alors, cette distinction fait écho à une distinction que Petit a introduit plus tôt dans l'ouvrage pour rendre compte des différents obstacles auxquels la liberté peut se heurter. Il distingue à cet égard les obstacles donc intrusifs ou invasifs et les obstacles nullificateurs. Je propose de traduire. Les premiers empêchent un agent de satisfaire sa volonté en le privant des ressources personnelles, naturelles ou sociales qui lui permettraient de le faire. Donc c'est les obstacles invasifs. Ils sont spécifiquement dirigés contre sa volonté et dérivent toujours de la volonté d'un tiers qui s'oppose à la sienne. C'est pourquoi leur perception produit nécessairement de l'indignation. Par exemple, si mon mari prend les clés de ma voiture alors que je souhaite sortir un soir dans une ville où il n'y a pas de transport en commun, il agit comme un obstacle invasif et il est normal que je sois indignée si ça se produit. Les seconds obstacles sont donc les nullificateurs sont des obstacles qui empêchent un agent d'utiliser ses ressources en général et qui ont pour effet de circonscrire le périmètre du choix. Ils ne sont pas nécessairement dirigés contre sa volonté, mais ils l'affectent incidemment. Ils peuvent éventuellement dériver de l'action humaine, en particulier de l'agrégation des actions de plusieurs agents, mais ils dérivent le plus souvent de l'environnement ou de nos limites personnelles. En ce sens, souligne Petit, ils relèvent davantage de la nécessité et produiront par conséquent plutôt de l'exaspération que de l'indignation.
Par exemple, si ma voiture tombe en panne, je ne peux pas sortir le soir, et il s'agit d'un obstacle unificateur, mais il en va de même si je n'ai pas le permis de conduire ou si j'ai peur d'être agressée. Il me semble. Donc je rappelle ici cette distinction, car comme le laisse entendre l'extrait que j'ai cité, Petit établit entre ces différents obstacles un ordre de priorité très clair. Selon lui, le républicanisme doit d'abord et avant tout se soucier des obstacles intrusifs ou invasifs, et cette priorité accordée à l'invasion le conduit même à faire de l'invasion le modèle et le moyen de toute domination. Petit soutient en effet que toute invasion relève de la domination et que la domination passe toujours par l'invasion. Alors ces quelques rappels sont intéressants à mon sens parce que en fait ils conduisent, il me semble, mais en fait c'est vraiment des hypothèses que je soumets à votre sagacité, à regarder autrement l'intérêt nouvellement porté par Petit à ce qu'il appelle dans ce texte la domination structurelle ou indirecte. Bien que Petit fasse droit à ces termes, il ne me semble pas évident qu'il leur accorde une réelle épaisseur conceptuelle ou une réelle signification. Ce qu'il désigne sous ces termes renvoie en effet à des modes d'organisation sociale qui attribuent des pouvoirs inégaux aux agents et aux groupes sociaux et qui émergent, on l'a dit, et qui sont soutenus par les pratiques ordinaires des agents. Mais si c'est le cas, cela signifie que ces modes d'organisation relèvent davantage d'obstacles nullificateurs, c'est-à-dire d'obstacles que l'on ne peut pas critiquer dans une optique républicaine sauf d'une manière indirecte, en montrant qu'ils placent certains agents en position de dominer directement d'autres agents. Alors en fait, il ne me semble même pas évident, si l'on prend au sérieux l'équation posée par Petit entre domination et invasion, que l'on puisse, et donc le fonctionnement de ces obstacles comme des nullificateurs, que l'on puisse parler en toute rigueur dans sa perspective de domination structurelle. Sauf à signifier par là, comme Petit le faisait déjà dans le républicanisme, que si des agents peuvent interférer arbitrairement dans les choix d'autres agents, c'est en raison de la position sociale qu'ils occupent et des prérogatives qui sont attachées à cette position sociale. Alors, la question évidemment qu'on pourrait se poser ici, c'est de savoir finalement si les théoriciennes féministes entendent la domination structurelle, que certaines vont choisir d'appeler oppression, c'est notamment le cas de Sharon Cross que je citais tout à l'heure, en un sens différent de celui de Petit. Autrement dit, quand elle parle de la domination de genre, désigne-t-elle seulement la capacité des hommes à interférer arbitrairement dans les choix des femmes parce qu'ils sont identifiés comme hommes et corollairement la vulnérabilité à l'interférence arbitraire des femmes parce qu'elles sont identifiées comme des femmes? Autrement dit, réduisent-elles la domination structurelle à une condition de facilitation de la domination directe, comme le fait, à mon avis, Petit? Alors j'aurais tendance à répondre que non, en fait, et que si, bien sûr, les théoriciennes féministes en général se préoccupent de la domination directe et de ses conditions sociales de possibilité, donc les inégalités de statut, certaines soutiennent aussi que la domination au sens d'une inégalité systématique et structurelle entre groupes sociaux n'est pas problématique d'un point de vue normatif uniquement parce qu'elle permet ou parce qu'elle facilite la domination directe. Plus radicalement, d'un point de vue normatif, le problème de la domination structurelle est que, à la manière des obstacles nullificateurs dont parle Petit, elle circonscrit indûment le périmètre de choix des dominés, ou qu'elle abolit un choix qui aurait pu être accessible. Autrement dit, et pour reprendre les termes de Bourdieu, la domination structurelle fonctionne comme une nécessité ou comme un destin, parce qu'elle n'est pas imputable à la volonté d'un agent en particulier, mais dérive des comportements agrégés des agents sociaux et des normes que ces comportements engendrent et perpétuent. Elle n'apparaît pas forcément comme telle et se joue à un autre niveau que la domination directe. Tandis que la domination directe s'immisce entre la volonté de l'agent et la réalisation de cette volonté pour empêcher cette dernière, la domination structurelle ou impersonnelle, on pourrait dire aussi, affecte la formation même de la volonté, la représentation qu'un agent a de lui-même et des options qui sont les siennes étant donné ce qu'il est. Pour reprendre un obstacle mentionné plus haut, si les femmes ont peur de sortir seules le soir, il s'agit d'un obstacle à leur liberté qui ne relève pas de l'invasion au sens de Petite, mais qui peut pourtant être considéré, en tout cas il me semble, comme l'effet de la domination de genre qui s'exerce sur elles, et qu'une théorie politique normative qui disposerait d'un concept adéquat de domination devrait pouvoir prendre en charge, à la fois d'un point de vue analytique, donc cette théorie devrait disposer d'un concept de domination qui permette de penser cette peur comme l'effet d'une domination structurelle, et d'un point de vue politique, cette théorie devrait se donner pour but de libérer les femmes de cette peur et penser des moyens permettant de le faire. Donc pour conclure sur ce point, et pour conclure en tout court,
Je dirais donc que si la conception de la domination de Pettit a en effet évolué dans Républicanisme et On the People's Terms dans un sens qui me paraît intéressant et important, dans la mesure donc où elle fait désormais droit à des formes de domination non intentionnelle, et je ne l'ai pas mentionné mais aussi à l'idée qu'on va être dominé sans le savoir, par le biais notamment de la surveillance, je ne suis pas sûre qu'elle soit encore suffisante pour permettre de rendre compte et de prendre en charge le problème de la domination de genre tel qu'elle est pensée dans de nombreux travaux féministes contemporains. L'introduction du terme de domination structurelle me semble en effet plus décorative qu'autre chose et renvoyait simplement chez Pettit aux conditions sociales qui facilitent l'exercice de la domination directe.